municipales, c'est dans moins d'un mois, on est dans ces politiques. Et pour nous en parler ce soir, notre invité, c'est Cyril Amilcaro. Bonsoir, monsieur Amilcaro. Bonsoir. Alors, d'abord, j'allais dire, il fait partie de ceux qui sont connus en politique, mais juste un petit mot. Aujourd'hui, qui est Cyril Amilcaro ? C'est un père de famille qui essaye de continuer son chemin en politique dans laquelle il est engagé depuis quand même maintenant 30 ans. J'ai commencé très jeune militant et je suis aujourd'hui à la croisée des chemins, si on peut dire, puisque là arrive la dernière partie de ma vie politique. Depuis 30 ans de politique, qu'est-ce qui marque ? Quels a été les grands moments, si on peut dire ? Les grands moments, c'était les meetings, les rencontres avec la population, les gens, les échanges dans les maisons, les encouragements que l'on a sur la route lorsque l'on rencontre des gens au restaurant ou ailleurs. Ça, ce sont des grands moments, des grandes joies. L'élection de mars 2001 a été une immense joie. Mais comme je dis toujours, ces joies-là sont énormes. Mais il n'y a rien de plus beau que la naissance de ses enfants. Donc, à chaque chose, il faut savoir comparer. Après, il y a eu aussi des moments très, très difficiles. Mais le propre de l'homme, c'est de se sortir des difficultés. Le propre de l'homme, c'est de se sortir des difficultés. Justement, c'est la politique, c'est d'essayer les gens à sortir de leurs difficultés. Aujourd'hui, ce retour à Saint-Louis depuis quelques mois, de repartir à la rencontre. Juste avant Mayotte, c'était une parenthèse ? Mayotte, c'était une parenthèse qui peut ne pas se refermer, pour la bonne et simple raison que c'est ma vie professionnelle. Je suis consultant aujourd'hui, je reprendrai peut-être une autre activité après les élections. Que je sois élu maire ou pas, l'important c'est de continuer une activité professionnelle parce que j'ai constaté aussi avec le temps que la politique seule ne nourrit pas son homme d'une part et d'autre part quand il faut déjà aussi penser à l'après-politique. Et donc il y a une retraite à préparer aussi. D'accord, surtout en ce moment. La question, c'était pas volontaire. La question, Cyril Amilcaro, c'est justement ce retour à la population. Est-ce que leurs attentes sont les mêmes depuis ces années où vous les avez déjà rencontrés ? Aujourd'hui, qu'est-ce que demande la population ? La population est beaucoup plus exigeante, et ce qui est normal d'ailleurs, puisque la vie devient de plus en plus difficile. La réglementation pèse sur les familles de manière excessive. Un exemple bien précis, on interdit à des familles de payer leurs impôts en liquide. C'est une hérésie fondamentale, mais on dirait que tout le monde s'en accommode, alors que dans le même temps, la même famille peut partir avec 10 000 euros dépensés à Maurice sans que personne ne lui dise rien. On va enrichir les étrangers, mais si on veut utiliser son propre argent chez soi, c'est compliqué. Ça veut dire que de plus en plus, on met des bâtons dans les roues des familles, on va sur des contraintes administratives qui empêchent les gens de créer, d'innover et éventuellement parfois même, je dirais, de vivre un peu plus librement. Ça, c'est une des attentes. Justement, là, aujourd'hui, quelles sont les attentes comme l'emploi, le logement, un travail ? C'est toujours tout ça. C'est-à-dire qu'on a un besoin de logement sur La Réunion qui est énorme, et Saint-Louis n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui, je leur dis simplement, on ne va pas continuer à construire des logements si on n'arrive pas à réhabiliter au moins les logements qui existent pour qu'ils aient un logement digne, décent, et dans lequel ils habitent vraiment. Parce que si on regarde les logements sociaux aujourd'hui, certains logements sociaux sont dans une décrépitude complète. Le plafond tombe, il y a de la moisissure partout, les gens sont asthmatiques, les gens sont allergiques, et donc ils ne peuvent plus habiter dans leur logement. Et pourtant, ils sont dans un logement social, et ce suivi-là n'existe pas. Donc, moi, je me dis, bien sûr qu'il faut construire des logements, parce qu'il en faut. Les gens en ont besoin, le réclament. Il y a une demande et une augmentation des familles. Cependant, il faut aussi aller beaucoup plus vers cette réhabilitation des logements, de manière à ce que les gens puissent vivre dignement. Après, il y a l'emploi, en effet, mais
Aujourd'hui, je tiens un discours un peu différent, tout simplement parce que la réalité nous rattrape. On ne peut pas dire « votez pour moi, je vais vous embaucher à la mairie », c'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, ce que je veux créer, c'est une génération de bâtisseurs, de gens qui créent, qui s'activent pour réaliser leurs propres rêves, leurs propres projets. Et la municipalité, les élus, sont là pour les aider et les accompagner dans cet accomplissement. Ce n'est pas de dire « je fais pour vous », mais de dire « je fais avec vous », ce qui est un peu différent. Justement, le programme se construit ou il est déjà fini, je ne sais pas. Quelles vont être les lignes directeurs, la ligne directrice peut-être? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre programme, si vous pouvez en dévoiler quelques éléments? Mon programme est terminé. On réajuste au fur et à mesure des réunions que nous faisons chez les familles ou des rencontres que nous avons avec les différents secteurs d'activité, que ce soit le monde professionnel, le monde associatif. On réajuste. La ligne directrice, c'est 4 axes, mais je parlerai surtout de 2 axes fondamentaux. Le premier, c'est le développement économique. On ne peut pas dire qu'on va continuer à distribuer une richesse qu'on n'a pas. Il faut créer de la richesse. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui se créent sur la commune de Saint-Louis. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs qui viennent. Et pour cela, il faut qu'on développe une certaine attractivité de notre ville. On a trop tendance à parler de nous comme d'une ville qui est la dernière des dernières, alors que nous avons des atouts extraordinaires et un dynamisme réel. Et sur ce plan-là, moi j'ai envie de dire aux investisseurs, à compter de mars 2020, venez chez nous. On va vous accueillir, on va faire en sorte qu'il y ait un aménagement, un environnement qui soit propice au développement de l'activité et donc au développement de l'emploi. Je dis aussi aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent créer des choses, montez votre projet, on va vous accompagner pour pouvoir faire en sorte que votre projet se réalise. Devenez votre propre patron. Il n'y a pas de petit ou de grand patron. Il y a simplement un travailleur qui essaye de faire quelque chose. Et il faut, bien sûr, comme je le disais, développer l'attractivité. Et cette attractivité-là passe par 2 choses. On ne peut pas continuer à avoir des impôts aussi élevés. Les autres vont connaître une augmentation des impôts. Nous devons baisser les impôts au rythme de l'inflation et c'est ce que je propose. Et en même temps, je propose que toutes les personnes ou toutes les entreprises qui construisent sur Saint-Louis soient exonérées de taxes foncières pendant les 2 années qui suivent leur construction. Donc, on doit développer une certaine attractivité et le développement économique seul pourra faire que Saint-Louis se développe. En dehors de ça, on peut parler de tout ce que l'on veut, du social, etc. Mais on ne peut pas distribuer de l'argent si on n'a pas de la richesse créée à côté. La question, ça pourrait être sans doute une question que vous pourrez vous poser ceux qui sont candidats contre vous, c'est que vous avez eu les rênes de la mairie. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu réaliser ça avant et qu'aujourd'hui vous proposez de le faire maintenant? Pour la bonne et simple raison, moi j'ai eu les rênes, les responsabilités à la mairie de Saint-Louis de 2001 à 2008. En 2008, on m'a sorti parce que justement on trouvait que j'investissais trop et je ne redistribuais pas assez. Les gens se disaient, ouais, je fais pas assez de social. Ouais, ok. On m'a sorti. On a constaté que celui et l'équipe qui m'a remplacé a fait du social en creusant un déficit énorme de 20 millions d'euros, ce qui était extraordinaire. J'ai regagné les élections en 2014 parce que je portais un projet qui continuait le développement de la commune, mais malheureusement, je n'ai pu rester que 3 mois à la tête de la mairie. L'équipe qui était là a travaillé comme elle devait travailler. Maintenant, ça ne veut pas dire que ils ont tout réussi, mais au moins ils ont résorbé le déficit. Donc je n'ai jamais pu mettre en place vraiment la politique que je professe depuis que je suis entré en politique, depuis que j'ai été élu la première fois en 2001. Un projet, c'est sur 30 ans. Si on fait l'essuie-glace tous les 6 ans, on change d'équipe municipale. Il n'y a aucune ville qui peut se développer. Aucun pays ne se développe s'il y a une alternance continue à chaque élection, à chaque mandature. Quand on regarde les villes qui sont autour de Saint-Louis, que ce soit l'étang salé, que ce soit les Avirons, que ce soit l'Entre-deux, que ce soit Sillaos ou encore Saint-Pierre, je cite là toutes les villes qui sont autour de nous, toutes ces villes-là connaissent une stabilité politique et donc connaissent un progrès économique et social. Nous faisons l'essuie-glace, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, tout simplement parce que on estime que la colère est beaucoup plus importante que la réflexion sur le long terme. Je dis non, il faut casser ce cycle infernal, il faut qu'il y ait une stabilité politique
pour qu'il y ait un développement économique. Quels sont les points forts de Saint-Louis sur lesquels doit travailler vous, si vous êtes à la mairie ou quelqu'un d'autre, pour que justement ce développement économique se réalise? Saint-Louis est une ville ouvrière, c'est-à-dire que l'histoire de Saint-Louis est tournée autour de l'histoire industrielle, de l'usine du Gol, de la centrale thermique, de la Sorebra, Chanouting, etc. Donc c'est une ville industrielle avec une tradition ouvrière, notamment dans les bas et dans les hauts de la rivière, des Macs. C'est une ville à vocation vivrière. On cultive, on fait de la canne bien sûr, mais on fait aussi du maraîchage et du petit ou du gros élevage. Donc on doit se centrer là-dessus. Moi je souhaite que Saint-Louis redevienne une ville industrielle, accueillir les industries, notamment créatrices d'énergie, et que nous puissions développer des circuits courts pour que les hauts de la rivière structurent et redeviennent le garde-manger de la commune. Vous savez, Saint-Louis, au XVIIIe siècle, la plaine du Gol était considérée comme le grenier de la Réunion. Il faut que nous retrouvions cette tradition. Nous devons nous appuyer sur cette tradition ouvrière, cette tradition agricole, pour que, ensemble, nous puissions arriver à un développement équilibré. Généralement, quand on dit un retour en arrière, on pense à un retour dans le passé, avec des méthodes du passé. Comment aujourd'hui développer et innover? Comment développer et innover? Tout simplement se basant sur l'intelligence et le talent de cette jeunesse qui arrive. Il y a des gens qui ont un vrai talent, ils ont de la connaissance, mais il faut les accompagner. Parce que la tendance naturelle, c'est de croire qu'à partir du moment où on a un peu de diplôme ou un peu de qualification, c'est de se croire les meilleurs que tout. Non, n'est meilleur que celui qui a réussi à créer quelque chose. N'est meilleur que celui qui vraiment a démontré que ses connaissances, il peut les mettre au service pratique de la cité. Donc, moi aujourd'hui, je me dis que si on se base sur nos valeurs, sur nos traditions, avec les intelligences aujourd'hui qui existent, nous avons un développement énorme au niveau du numérique, de l'informatique, de la créativité pure et simple. On a à Saint-Louis, je regardais une chanson sur YouTube, un Maloya qui était destiné, je pense, pour aider les enfants ou pour aider une cause bien particulière. 2/3 des chanteurs étaient issus de Saint-Louis. Ce qui veut dire que nous avons aussi des talents dans la culture. Nous avons des talents qui sont énormes. Moi, je répète souvent aux Saint-Louisiens, nous ne sommes pas les derniers des derniers. La preuve en est, Nassima Dindar, elle est née à Saint-Louis. Jean-Claude Lacouture, maire de l'Étang Salé, est un Saint-Louisien. Bachir Vali, maire de l'Entre-deux, est un Saint-Louisien. Monseigneur Aubry est un Saint-Louisien. Je veux dire, nous avons été capables de produire des gens de qualité dans cette ville. Nous sommes capables encore de créer des gens de qualité. Je parle du domaine politique, mais si on parle dans le domaine de la poésie, on va vers un Alcide Barré aujourd'hui, dont une école porte son nom à Golléo. C'est l'un des plus grands poètes qui peut exister. Donc nous devons nous baser sur hier pour pouvoir justement arriver à une meilleure créativité demain. Alors aujourd'hui, il nous reste 7 minutes, Cyril Caro. Comment faire en sorte que Saint-Louis change son image, souvent dégradante, entre le budget qui est toujours dans un état exécrable, entre comment que la taxe foncière, par exemple, comment faire que demain on regarde Saint-Louis telle une carte postale, puisque c'est aussi une carte postale? On doit faire de l'éducation. Moi, c'est la deuxième priorité. Moi, je veux une école laïque, gratuite, comme le prévoit la loi, obligatoire. Mais cette gratuité-là n'existe pas aujourd'hui. Moi, je veux qu'elle soit gratuite, complètement. Je veux que les gens dépensent le moins possible pour envoyer leurs enfants à l'école, pour que leurs enfants puissent aller le plus loin possible. Que ce soit à la maternelle jusqu'à l'université, la collectivité doit être là pour accompagner. Moi, je veux la cantine gratuite, je veux les effets scolaires gratuits, je veux le transport scolaire gratuit, je veux que les enfants aient un uniforme à l'école, de la maternelle jusqu'au primaire, de manière à ce que on puisse casser cette différenciation des uns et des autres, on puisse mettre tout le monde sur le même pied d'égalité des chances. Et en même temps, on permet aux familles de faire des économies. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire
élever le niveau d'éducation. On élève le niveau des uns et des autres pour que ensuite ils puissent parler, chacun puisse parler de sa ville en mieux, en bien. Vous savez, vous avez parlé des impôts tout à l'heure, j'ai fait la proposition de la baisse des impôts, vous parlez de budget. Alors, c'est assez paradoxal, c'est que Saint-Louis a connu des difficultés budgétaires énormes, mais si on prend la dernière revue et les dernières revues spécialisées, Saint-Louis fait partie des 5 villes les mieux gérées de la Réunion. C'est paradoxal. Tout à fait. Et personne n'en parle. Mais on reste sur l'idée ancienne que Saint-Louis, c'est une ville de déficit. Cette image lui colle à la peau de Saint-Louis. Eh ben, j'en appelle à tout le monde, que ce soit les Saint-Louisiens, que ce soit les observateurs, je les appelle à regarder les faits de manière objective, à sortir des rumeurs et de la dilafée. Restons sur des choses objectives. Il y a eu un déficit? Oui. De combien? Quand? Ensuite, est-ce que c'est sorti? Oui. De combien on a un excédent? Ensuite, quels sont les critères évalués par des magazines spécialisés qui permettent de dire que Saint-Louis est meilleur? À partir de là, parlons de Saint-Louis en mieux. Moi, je parle de Saint-Louis en bien, moi. Même quand les choses vont mal, je me dis, je ne peux pas dénigrer ma famille et encore moins dénigrer ma maison. Et il y a aussi une façon de regarder. Parfois, on regarde que ce qui va mal, on regarde pas tout ce qui est à côté. Même s'il y a une chose qui va mal, tout ce qui va bien à côté, souvent, on ignore. Et puis, c'est tellement facile des préjugés, les clichés. Et ça, c'est aussi quelque chose que le candidat, le futur maire, doit réussir, c'est à changer cette image. Bien sûr, moi j'ai mis ça comme quand j'ai fait ma déclaration de candidature par une lettre aux citoyens, je leur ai dit, le premier objectif que je me pose, c'est changer l'image de Saint-Louis. Et pour changer l'image de Saint-Louis, c'est tout le monde doit travailler ensemble, y compris les candidats, y compris les élus. Tout le monde a fait des erreurs à un moment donné et tout le monde a fait des choses bien. Maintenant, si nous voulons vraiment changer l'image de la ville, il faut qu'on arrête de se focaliser sur le petit dépôt d'ordures qu'il y a au coin de la rue, mais on se focalise sur le jeune gars de 21 ans, par exemple, que j'ai rencontré la semaine dernière, et qui a créé sa petite entreprise et qui a déjà 4 employés à 21 ans. Je me dis, voilà, allons parler de la réussite des uns et des autres, et allons essayer d'arrêter de parler de nos échecs. Il y a un dépôt d'ordures, au lieu de crier au loup, allons le ramasser. Allons faire un acte citoyen, et allons dire, je vais nettoyer ma rue. Mais pourquoi on s'assoit chez soi et on critique et on critique et on critique? Cela ne sert strictement à rien. En tout cas, cela ne sert pas notre image et cela ne sert pas le développement. Si nous changeons notre image, vous verrez qu'à un moment donné, Saint-Louis deviendrait la ville la plus attractive du Sud, alors que pour l'instant, ce sont les autres qui profitent de cette, je dirais, de cette bonne réputation. Le développement des Hauts, il nous reste 2 minutes. Un mot sur le développement des Hauts de Saint-Louis. Il y a une nécessité de structuration des bourgs des Hauts. Nous avons des villages comme Tapage, Golléo, Cano, qui sont Petit-Serré, Illetfut aussi, qui sont des villages qui ont une structure sociale et une structure historique bien ancrée. Maintenant, il faut qu'il y ait une structuration économique de ces villages et il faudra qu'on s'y attelle. Nous avons lancé ce programme-là en 2007. Problème encore, on revient sur ce qu'on disait, on avait perdu les élections, l'équipe d'après a tout pris, mis dans un tiroir et n'a plus bougé. Il faut qu'on reparte de l'avant et habiter dans les hauts ou dans les bas de Saint-Louis devrait demain être quelque chose qui serait un bonheur pour ceux qui y sont, mais aussi une éventualité de bonheur pour ceux qui voudraient venir à Saint-Louis. Je vous laisse 1 minute pour adresser un message aux Saint-Louisiens et aux Saint-Louisiennes. Aux Saint-Louisiens et aux Saint-Louisiens, aux Riviroises et aux Rivirois, et je n'oublie pas bien sûr les habitants des Macs, à ces 3 quartiers-là, je dis à la population, vous me connaissez. J'ai été élu, je suis un enfant de Saint-Louis, j'ai grandi, j'y habite toujours, et à un moment donné, il nous faut savoir ce que l'on veut, tous. Est-ce qu'on veut le développement de Saint-Louis, c'est-à-dire qu'on avance, ou est-ce qu'on veut toujours régresser ou être dans un domaine conservateur? Nous n'avons pas le droit encore d'aller à l'aventure. Vous me connaissez, vous connaissez ma détermination pour Saint-Louis, pour défendre les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes. Je compte sur vous pour que nous puissions faire une vraie révolution des mentalités, mais surtout pour que nous puissions ensemble faire que Saint-Louis soit une ville attractive, une ville où il fait bon vivre, mais surtout une ville où l'on arrête de parler de nous comme si nous étions des parias. Nous sommes
des gens qui sont bien, avec une chaleur, une tradition. Maintenant, montrons au monde entier que nous sommes les meilleurs. Merci Cyril-Émile Carreau. On aura dépassé de 10 secondes la partie, mais bon, ça arrive. Donc maintenant, on va tourner une page, on va regarder le Rouv Nutzarlor, et puis on regardera le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je souhaiterais vous présenter À l'ombre de nos secrets de Lily Haim, un roman que j'ai découvert au Salon du Livre de Livre Paris 2018, où je suis tombée sur cette magnifique couverture dont un soldat allemand et un résistant français se tiennent la main. Donc je trouvais cette image très symbolique et je voulais savoir de quoi l'auteur parlait dans ce roman, rien qu'en regardant cette couverture. À l'ombre de secret, on commence d'abord aux États-Unis, où Julien, 91 ans, a réuni sa famille pour son anniversaire, une très grande famille, et il décide de dévoiler un pan de sa vie qu'il tenait secret jusqu'à présent. Et donc l'histoire bascule à la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le monde connaît l'histoire, donc connaît les faits de cette Seconde Guerre mondiale, mais Julien va raconter ce qui lui est arrivé et comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale à cette époque. Donc Julien a 19 ans. Et va rencontrer en 1941 un soldat allemand dont il va tomber amoureux. Donc c'est une histoire d'amour entre deux hommes, sous fond de Seconde Guerre mondiale. Pour préciser le contexte, à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Et pour Hitler, c'était un crime. Donc on était condamnable et fusillé. Donc c'est très important de le signaler cette époque. Donc l'auteur fait un travail exemplaire en décrivant toute la Seconde Guerre mondiale pendant plusieurs années. On connaît l'issue, mais elle va décrire la Seconde Guerre mondiale sur le regard de Julien. En fait, Julien qui un jeune homme au départ qui idéaliste, courageux, et va devenir malheureusement à ses dépens résistant. Chose qu'il n'avait pas prévue, chose qu'il ne voulait pas, et pour défendre sa vie, garder sa liberté, puisque où il habite c'est occupé par les Allemands, et pendant ce temps-là vivre son histoire d'amour compliquée avec Engel, le second personnage, le soldat allemand. Comment l'auteur a joué avec... Déjà sur cette histoire d'amour qui est compliquée, où elle dégage tout un tas d'émotions fortes. Donc c'est deux personnes qui doivent se battre pour leur vie. Donc, Engel qui doit jouer un double jeu, d'abord il doit accomplir des actes qu'il refuse, des actes innommables qu'il va accomplir pour sauver sa vie et surtout protéger. Tout au long de cette histoire, Engel va protéger Julien. Tout faire, déjà par amour, il va renier sa patrie et protéger Julien sur péril de sa vie. Donc voilà où c'est très émouvant et surtout on va voir que Engel va se faire accepter par la population française puisque les soldats SS étaient pointés du doigt et on voit à travers le roman de Lily Haim, c'est que certains soldats en fait n'acceptaient pas la guerre d'Hitler et ont dû faire des actes qu'ils refusaient pour sauver leur vie. Donc ça c'est quelque chose que je trouve qu'elle rend hommage dans son livre en fait, un côté qu'on ne montrait pas dans les livres d'histoire. Donc pour moi, déjà c'est un appel à la tolérance, déjà parce que l'homosexualité est encore très montrée du doigt à notre époque, un appel aussi où l'amour est plus fort que tout, donc deux hommes qui vont à l'encontre des valeurs à ce moment-là, surtout à l'époque de la guerre, qui vont à l'encontre de la valeur pour l'amour en fait, qui montrent que l'amour est plus fort que tout, quoi qu'il arrive, et qu'on reniera tout par amour. Voilà ce que je retiens beaucoup de ce livre. Et aussi un hommage aux héros de l'ombre, des résistants qu'on ne connaît pas, qui se sont battus. C'était des citoyens comme tout le monde, qui sont devenus, entre guillemets, des meurtriers pour sauver leur vie. Il y a cet hommage-là que je retiens de Lily Haim.
c'est ce qu'elle montre. En fait, on a l'histoire d'une sœur qui, c'était des petits gestes du quotidien, mais qui ont marqué l'histoire, qui ont protégé des enfants juifs. On le voit, c'est un moment dans l'histoire. On voit aussi où, un moment qui m'a marqué, c'est Engel, en fait, pour montrer qu'il n'acceptait pas cette guerre. C'est quand il faisait des actes de torture, il portait des gants noirs. Il a toujours porté des gants noirs pour montrer « je ne suis contre cette guerre ». Et il enlevait ces gants-là pour quand il allait rejoindre Julien après ses missions. Donc Julien, en fait, quand tu voyais Engel revenir avec ses gants noirs, savait que Engel a dû faire des choses qu'il n'acceptait pas. Et il y a aussi cette après-guerre, en fait, les conséquences de cette guerre vis-à-vis de ces hommes et ces femmes qui ont subi et qui ont vécu et qui ont commis des actes assez... pas des actes de tous les jours, pour subsister. Merci. Et les conséquences surtout psychologiques sur eux, parce que voilà, Julien et Engel ne s'en sortent pas indemnes de cette guerre, malgré l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, en fait. Et aussi les collabos aussi, parce qu'on oublie d'en parler, qui ont voulu aussi protéger leur vie, et comment ils ont été montrés du doigt après la Seconde Guerre mondiale. On montre ça, les résistants, et qui, comme je précise, ont fait des actes meurtriers pour sauver leur vie. Est-ce que c'est pas l'amour qui a été le fil conducteur ? Oui, l'amour est le fil conducteur de ce roman. L'amour, l'amitié, l'amour entre la famille aussi. Voilà, beaucoup d'actes héroïques par amour et pour l'amitié. C'est quelque chose qu'elle garde comme fil conducteur dans ce roman. Qu'est-ce qui vous inciterait justement à motiver les autres à lire ce livre ? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à lire ce livre ? Pour deux raisons. Déjà pour replonger dans la Seconde Guerre mondiale, revoir la Seconde Guerre mondiale à travers le regard de Julien. Julien, voilà, qui vivait dans une ferme et qui se retrouve résistant malgré lui. Et aussi à travers le regard d'Engel, parce qu'il y a quelques passages d'Engel dans le roman où il explique comment il mène ce double jeu, comment il doit séparer, protéger sa vie et protéger son amour pour Julien. Donc voilà, ça permet de revivre. Façon de parler, de relire la Seconde Guerre mondiale de point de vue de personnage fictif, certes, mais moins héros en fait, héros de l'ombre. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, Histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison Potus de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderita Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Bois-Murat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Conte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît.
Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph Saint-Jean TD2R organise Saint-Jean Trail des Deux-Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre et R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la mort le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Run de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seigneurs Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30.